Dans le podcast de cette semaine, on va pelleter des nuages en discutant de l'histoire racontée par les jeux et en se demandant si Wingspan peut être considéré comme un jeu influent. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara. On se retrouve pour une nouvelle émission où on va, encore une fois, comme tous les mois, pelleter des nuages. Ça en fait beaucoup quand même, hein. Salut Christian Lemay. Bonjour Paul Gara, comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va très bien. Et toi? Ça va génial. La neige commence à fondre enfin à Montréal. On a un hiver tardif, c'est-à-dire qui reste tardivement, mais c'est très cool. Pour le prochain enregistrement, il devrait plus rester de neige. Le prochain enregistrement, celui qu'on fera, parce qu'on enregistre avec un mois d'écart. On enregistrera en avril. La question, c'est de savoir si on enregistre fin mai, est-ce qu'il y aura encore de la neige? Non. Non. Tu me le garantis? Écoute, ma mère m'a dit que, est-ce que j'étais né ou c'était juste avant ma naissance, qu'il y avait déjà eu de la neige fin juin ou début juillet une fois dans sa jeunesse. Mais bon. Parce que, en principe, si tout va bien, on pourra enregistrer un épisode en présentiel. En personne, je dis. En personne, tu dis ça, toi? Oui, moi, je refuse le présentiel. C'est quoi ce terme-là? Pourquoi en personne? C'est des termes qu'on utilise au travail. Ça se veut savant, ça se veut sérieux, c'est en personne. Non, je pense que c'est parce que comme on dit en distanciel, on veut dire en présentiel parce qu'on aime les choses symétriques. Oui. Bon. Écoute, allez. Tu nous redis ce que c'est pelleter des nuages? Oui, pelleter des nuages, c'est cette chronique où on s'interroge sur des sujets sans conséquence. Quoique, on s'interroge, on se pose des questions auquel on réfléchit peu souvent en laissant un avis sur Trick Track ou sur Board Game Geek. On essaye de sortir du « Ah, j'ai beaucoup aimé » ou « Ah, je n'ai pas aimé » et de réfléchir aux jeux de société comme si c'était un objet d'étude digne de faire des études intellectuelles universitaires dessus. Parce qu'évidemment, c'est pas un objet digne, le jeu de société. Non, c'est que du divertissement. Que du divertissement, nous le savons très bien. Ok, du coup, c'est toi qui commences. J'ai envie de dire presque comme tout le temps. Oui, merci. Ouais, je t'ai volé la première place qu'une seule fois. Non, mais t'as bien fait. Aujourd'hui, la chronique numéro 5. J'hésite entre un titre provocateur et un titre plus gentil. Je vais vous livrer les... Non, moi, je veux la provocation. D'accord. Alors, les jeux ne racontent pas d'histoire. Je me lance. C'est bien affirmatif, ça, monsieur. Ah oui. Alors, il est de bon goût aujourd'hui d'affirmer que les jeux racontent une histoire. C'est même devenu le summum du raffinement ludique, encore plus que la rejouabilité. Combien de fois avons-nous entendu « J'aime quand le jeu raconte une histoire » ou « Ce jeu raconte vraiment une histoire ». Pour ma part, quelque part, vers 2007, j'ai emprunté la première réédition du jeu Horror à Arkham, réalisé par Fantasy Flight Games. J'ai lu les règles et j'ai fait quelques tours en solo et j'ai surtout compris que je n'étais pas du tout le bon groupe ou le public cible, clin d'œil. Ouais, attention, hein. Je me suis alors plaint des faiblesses mécaniques du jeu à mon vieil ami Alex, grand joueur de jeux de rôle devant l'éternel. Il m'a répondu « Christian, tu comprends rien. L'intérêt se trouve dans l'histoire. » L'autre jour, et là il me parlait d'une partie qu'il a fait lui-même, mon personnage s'est rendu investiguer à la bibliothèque et en chemin, il s'est fait attaquer par une espèce de chauve-souris sortie d'un autre plan. En plus de perdre la moitié de ses points de vie, il est presque devenu fou car il a perdu plusieurs points de santé mentale. C'était vraiment drôle. C'était vraiment drôle parce que je rigole, moi. Moi, j'en avais rien à cirer de me faire attaquer par un rat céleste ou une boîte de Kleenex transformée en zombie. Si après 15 minutes d'une partie de 4 heures, mon personnage a déjà perdu plus de la moitié de sa réserve d'énergie, que tu l'appelles point de vie ou de santé mentale, je vais râler durant la longue et inutile agonie qui m'attend. Sauf que les questions se sont mises à déferler. Qu'est-ce qu'on entend par un jeu qui raconte une histoire? Peut-on juger de la qualité de ces histoires? Est-ce que l'histoire que raconte un jeu est forcément liée à son thème?
Et si oui, ça signifie que les jeux abstraits ne racontent pas d'histoire. Et ça signifie aussi que si je réédite un jeu de Rainer Knizia en changeant le thème, sans toucher au mécanisme, l'histoire que raconte le jeu change, même si c'est exactement le même jeu. Est-ce à dire que les joueurs autour de la table ne font pas partie de l'histoire du jeu en cours? Je vais tenter d'apporter des éléments de réponse parce que oui, encore une fois, je me rends compte à la rédaction de cette chronique que le sujet est vaste. Je vais concentrer mon analyse surtout sur les jeux de société dans leur forme la plus commune, qui représentent assurément plus de 88% de la production. Donc des jeux qui fonctionnent comme le Go, le Monopoly, Food Chain Magnet, Boggle, C'est ce qui prend, Cranium, Pandémie et Magic. J'évite volontairement, malhonnêtement diront certains, les jeux directement narratifs, comme un Sherlock Holmes Détective Conseil, Flashback Zombie Kids, Micro Macro, et les jeux de rôle, qui sont des cas où il y a bien une narration directe, soit par le texte, soit par la mise en place d'une forme narrative comme la bande dessinée. Donc, premier problème que j'ai repéré, c'est qu'il y a un abus de langage. On nous enseigne dans les cours de narratologie, la science qui décrit l'art de raconter une histoire, qu'il y a deux éléments à une histoire. Il y a les faits en eux-mêmes, et il y a le narrateur, la narratrice, c'est-à-dire une instance qui organise ces faits en récits, les transmet, les communique dans le but d'amuser, émouvoir, informer, etc. Donc oui, certains jeux génèrent explicitement des faits qui pourraient devenir les éléments constitutifs d'un récit, comme dans Horreur à Arkham, l'exemple donné par mon pote Alex. Quand on joue à ce jeu, on se sent plus près d'une histoire qu'en jouant au paquet voleur ou à la plupart des jeux de cartes. Il n'y a qu'un pas à faire pour raconter une histoire. Mais ce pas, le jeu ne le franchit pas. Il n'organise rien en récit car il n'y a pas de narrateur. Ce sont les joueurs qui le feront raconter. Ou pas, parce que moi, je le fais pas. C'est pas le jeu qui raconte, c'est nous. C'est Alex qui m'a raconté ce qui lui est arrivé à partir des événements générés par le jeu. Il n'y a pas d'histoire sans instance narrative. Donc, les jeux dans leur forme la plus commune ne racontent pas d'histoire, même Horreur à Arkham. Pas dans le sens où on l'entend. C'est peut-être même une réalisation unique de la part des jeux, être capable de produire des faits, nous informer de la teneur de ceux-ci, mais sans avoir à les raconter. Si cette distinction vous semble insignifiante, je vous invite à demander à un démocrate et un républicain de vous raconter la victoire de Donald Trump aux dernières élections américaines. Je suis convaincu que l'histoire différera. Vous me trouvez malhonnête ou trop extrême dans mon exemple? Écoutez bien ceci. Le moindre mot du narrateur, choisi consciemment ou non, a une influence sur la façon dont nous percevons les faits qu'il relate. Lors d'une étude devenue célèbre, on a fait visionner une même vidéo montrant un accident de la route à deux groupes. Au premier groupe, on demandait à quelle vitesse les voitures allaient-elles quand elles se sont fracassées, et au second groupe, on demandait à quelle vitesse les voitures allaient-elles quand elles se sont frappées. On a changé un seul mot. Eh bien, croyez-le ou non, mais le premier groupe, celui qui avait fracassé dans la question, répondait en moyenne une vitesse plus rapide que l'autre groupe. Mieux encore, plusieurs personnes de ce groupe assuraient avoir vu du verre brisé des voitures alors qu'il n'y en avait pas. Bref, les faits existent en dehors de la narration et la narration est extrêmement importante dans notre perception. Et les jeux, ils ne le font pas, ce pas de raconter l'histoire. J'aimerais quand même vous faire entendre une réserve de la part de mon groupe de joueurs du vendredi, j'ai nommé la Ligue du Vieux Poil. D'abord, il existe plusieurs cas dans les arts où une histoire est racontée sans l'usage de la parole. Pensons à certaines bandes dessinées comme 3 secondes, ou La tapisserie de Bayeux, ou le film L'Ours. Le jeu de société, lui aussi un médium, peut donc raconter visuellement, de manière semblable à ce que je viens d'énoncer, grâce aux pions et aux figurines, que l'histoire d'un jeu. Si ma figurine frôle la tienne ou est dans la case à côté, on peut dire qu'il y a quelque chose qui a été raconté visuellement du moins. Ensuite, deuxième remarque, si la règle mentionne une équivalence thématique à l'action mathématique qu'elle explique, eh bien le jeu raconte une histoire. Par exemple, si la règle dit « Avec l'action attaquée, vous attaquez une cible de votre choix, vérifiez si vous avez la portée nécessaire, etc. », bien dans ce cas, le jeu lui-même me dit « Votre personnage attaque, il m'impose donc une histoire ». Bref, une grande partie de « Est-ce que le jeu raconte une histoire » ou « Quelle histoire raconte-t-il » une grande partie de la réponse dépend de la définition qu'on donne aux termes. Et selon la définition, on arrivera à des conclusions différentes. Deuxième problème, il n'y a pas
une histoire, je pense, dans un jeu, mais il y en a 3. Il y a d'abord l'histoire de ce qui s'est déroulé dans le jeu, comme je viens de le décrire, les événements que les joueurs se racontent ou pas. Il y a ensuite l'histoire des joueurs. Après une partie de jeu de société, on peut raconter l'histoire autour de la table, celle de laquelle font partie les joueurs, mais qui est reliée à ce qui s'est passé dans le jeu. C'était vraiment marrant la façon dont tu m'as fait deviner le mot missionnaire en jouant à Time's Up l'autre jour. Je suis désolée. Je sais que tu l'as fait exprès. Absolument pas. De quoi tu parles? Donc, Gérard, c'est un vrai salaud. L'autre jour, dans une partie du Trône de Fer, il m'a assuré son support et puis il m'a poignardé dans le dos. Ce que je viens de raconter, c'est non pas l'histoire des Lannister ou des Stark, mais qui s'est déroulée à l'intérieur du jeu, mais c'est l'histoire autour de la partie. Et il y a enfin une troisième histoire, peut-être, celle que raconterait le jeu, s'il y en avait une, l'histoire mécanique. Et c'est à mon avis la partie la plus intéressante. 2 auteurs bien connus, Antoine Bauza et Bruno Cathala, 2 auteurs dont j'apprécie grandement les créations, prétendent publier des jeux avec une histoire. Pourtant, on ne peut pas dire que Hanabi, Seven Wonders en version régulière au duel, Five Tribes, Sea Salt and Pepper et King Domino nous viennent immédiatement à l'esprit quand on jase de jeux avec une histoire. D'ailleurs, Bruno Cathala n'a jamais caché son appétit pour les jeux abstraits. Mais alors, si les deux prétendent faire des jeux avec une histoire, de quelle histoire parle-t-on? Comme le cinéma est un média différent de la littérature, il raconte différemment. Il raconte autre chose que ce qu'on trouve dans les livres. Et c'est pour ça que le passage du livre au film est si casse-gueule. C'est impossible de faire la même chose parce que les moyens sont différents. Il en va de même avec le jeu de société, qui est un média différent avec ses spécificités. Si les jeux racontent une histoire, elle ne peut être que mécanique. Et c'est l'histoire des forces en présence, de l'évolution dans la résolution du conflit vers la victoire ou la défaite, ou du moins un état final plus stable. Ce sont nos actions et souvent une part de hasard qui vont décider de l'issue de l'histoire, mais c'est le jeu qui nous dit, qui nous raconte l'issue, la sanction. Nous faisons des choix qui engendrent de nouveaux états, qui font avancer l'histoire, et c'est le jeu qui nous informe de cet état nouveau après chaque décision, voire de seconde en seconde si nous jouons à un jeu en temps réel avec une bande-son, par exemple. Je pense à Escape ou à Space Alert, 2 jeux que j'aime beaucoup. Et ça, cette histoire-là, je crois qu'elle mérite vraiment d'être analysée. Ce qui est fascinant, c'est qu'un jeu donné va raconter chaque fois une histoire différente, mais dans le même univers. Vous jouez 2 parties de Puerto Rico et vous aurez 2 histoires différentes. Mais l'histoire mécanique, elle reprend quand même le schéma narratif connu et le transpose à sa sauce. Il y a une situation initiale, la mise en place du matériel, l'élément déclencheur, les premiers coups joués, une montée en tension, des choix tactiques et stratégiques, un joueur prend l'avance, les enjeux augmentent, un paroxysme, une espèce de climax pour les Chinois dans nos derniers coups, et enfin la situation finale, la sanction, victoire ou défaite. Tous des éléments qui peuvent se rattacher à la dimension mécanique du jeu et non pas au thème. Et cette façon de voir l'histoire d'un jeu nous permet de couvrir à peu près tous les types de jeux. Bon, je vous parlais de Puerto Rico. En début de partie, on achète nos premiers bâtiments, on pose les premières plantations qui vont orienter forcément notre stratégie. Puis, une fois la base établie, on essaie de maintenir le cap, de saisir des opportunités, de nuire aux autres. Quand on sent que la fin approche, on se met à lorgner du côté des gros bâtiments, ce qui donne beaucoup de points de victoire en fin de partie. De par l'évolution de nos actions, de l'état du jeu, Puerto Rico donne vraiment l'impression mécanique qu'il y a une histoire, un début, un milieu et une fin. Si les échecs racontent une histoire, ce n'est certainement pas celle d'un royaume avec une reine volage parce qu'elle peut se déplacer à peu près n'importe où et d'un vieux roi obèse parce qu'il n'arrive qu'à se déplacer que d'une case à la fois. C'est plutôt celle de ses ouvertures, de ses positionnements stratégiques, de l'opportunité de faire un rock, de coincer le roi adverse. C'est une histoire qui est similaire à celle que racontent d'autres jeux abstraits comme les Dames ou Zertz, un excellent jeu du projet GIPF. Eux, ces jeux-là, ils n'ont pas le même cadre thématique qu'un royaume comme les échecs, mais ils ont quand même le même type d'histoire. Alors, existe-t-il des jeux qui ne racontent pas d'histoire? Avec la définition que je viens de donner, un peu floue, j'en conviens, mais la réponse est forcément non. Mais il existe assurément des jeux dont l'histoire se fait moins sentir, évolue peu,
Double, par exemple, me semble le cas du degré 0,5 de la narrativité mécanique. Le jeu ne se transforme pas au cours de la partie. Une partie a toujours la même durée car elle est dictée par le nombre de cartes qui est fixe. Chaque nouvelle carte retournée déclenche systématiquement un et un seul défi, toujours le même, retrouver le symbole commun. Chaque défi remporté vaut toujours 1 point de la première à la dernière carte. Au contraire, Jungle Speed, un jeu pourtant extrêmement similaire dans l'esprit, raconte une toute autre histoire, et une histoire chaque fois différente. La majorité des cartes retournées dans Jungle Speed ne déclenchent pas de défis entre les joueurs. Certains défis concernent toutes les joueuses, d'autres seulement 2. Certains défis rapportent plus de points que d'autres. Et la partie peut être relancée à l'infini et donner lieu à des retournements impossibles chez Double, car il faut arriver à vider sa main, c'est-à-dire gagner une dernière manche. C'est un jeu à condition de victoire plutôt qu'à point de victoire. Bref, Jungle Speed raconte une histoire beaucoup plus complexe que Double. Je veux rien enlever à Double, mais je veux juste exprimer que les deux jeux racontent une histoire mécanique qui est bien différente. En conclusion, le jeu de société a beau avoir une histoire plusieurs fois millénaire, il n'a jamais fait l'objet d'études universitaires comme le cinéma, par exemple, qui existe depuis à peine plus d'un siècle. Et pourtant, il y a tant à déchiffrer. Le jeu touche à l'art, la symbolique, la représentation sociologique, les mathématiques, la psychologie, le behaviorisme, la narration. Il y a tant de concepts à nommer, par exemple les histoires que racontent les jeux. Si dans un récit, on l'appelle narrateur, l'instance narrative, dans le cinéma, on l'appelle monstrateur, comment faudra-t-il l'appeler dans le jeu de société? Question intéressante. Le fait qu'il n'existe que très peu d'études sur le sujet trahit une forme de snobisme intellectuel qui me désole. Et j'espère sincèrement que quelqu'un, quelque part, pourra commencer à articuler un discours, développer une taxonomie pour que nous puissions mieux comprendre cette pratique culturelle qui nous accompagne depuis la préhistoire. Ben écoute, merci beaucoup. Merci de l'écoute. Je me suis laissé emporter. Ouais, j'ai senti que t'étais au taquet. C'est assez amusant, que tu m'as dit que t'allais traiter ce sujet parce qu'il y a longtemps, j'avais fait une chronique dans mon précédent podcast, justement sur la narration dans les jeux. Justement, je me posais cette question de pourquoi on avait du mal à pourquoi on avait du mal à apprécier, en fait, et à comprendre comment la narration, elle passait dans les jeux. Donc c'est assez drôle. Et notamment sur ce que tu dis sur la partie mécanique, en fait, le déroulé. Qu'est-ce qui pourrait être la scène d'exposition? Qu'est-ce qui pourrait être, toutes ces phases que tu expliques. Je vais reprendre, parce que moi aussi, maintenant, je fais comme toi, j'ai plein de notes partout écrites à la main. L'élément déclencheur, là, en montant en tension, le paroxysme, etc. et la situation finale, c'est des choses, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que c'est exactement ce qu'on peut retrouver. Mais je sais pas si c'est dans le jeu ou dans l'articulation de la partie, et je sais pas s'il faut faire une distinction entre les deux. Tu vois? Est-ce que tu vois mon point? Non, je t'écoute. En fait, je sais pas si c'est parce que finalement, la narration, c'est le déroulé de la partie en réalité. Je sais pas si le jeu en lui-même, il porte la narration, mais en fait, la manière dont il va s'activer dès lors qu'on y joue, c'est ça. En fait, c'est la partie qui va devenir le moment de la narration. Oui. Et effectivement, tant que personne ne joue au jeu, pourtant il a il a déjà tout en lui, tu vois. Un peu comme la fameuse interaction. Elle est préexistante, mais elle ne peut pas et elle n'existera pas vraiment. Enfin, elle existe comme si elle existait abstraitement, oui. Mais elle n'existera réellement que si quelqu'un, en fait, si on joue au jeu, en fait, et qu'on active toutes les mécaniques pour avoir ce déroulé, quoi. Oui, c'est vrai. Ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire que comparé à un livre ou un film qui peuvent exister en dehors de toute spectatrice ou lectrice, le jeu, il existe... le jeu, il n'existe pas tant que... Quelque part, c'est comme s'il n'existait pas tant que personne n'y a joué. Il existe que sous forme de potentiel qui devra être réalisé par les spectatrices ou les joueuses, les joueurs de la partie. En fait, c'est une existence... au sens... Il n'y a que... C'est l'idée qui existe réellement, en fait. Oui. Tu vois? Oui. Et ce qui fait que, comme ça donne énormément d'importance à la joueuse, c'est pour ça aussi que chaque partie peut raconter une histoire différente. Parce que de fait, la joueuse, elle peut pas être complètement passive. Alors après, je dirais pas que dans la littérature ou dans le cinéma, il n'y a pas des tentatives d'avoir cette forme d'interaction. Bon, je parle pas des livres interactifs parce que ça, c'est un peu facile.
Mais il y a des techniques littéraires qui essayent de faire rentrer la lectrice, par exemple. Bah, je repense à un livre que j'ai lu récemment où tu as un narrateur à la deuxième personne, ce qui est hyper perturbant. Enfin, le livre m'a beaucoup perturbé quand même, parce que c'est pas du tout évident, on n'y est pas habitué. Et ce changement de point de vue de la narration, puisque la façon dont la narration elle est racontée, enfin la façon dont la narration elle se fait, ça a vraiment de l'incidence. C'est assez amusant parce que du coup, t'as l'impression que t'es toi-même acteur ou actrice du livre, ce qui est totalement faux. Hein. C'est juste un peu non mais tu sais, c'est une sorte de manipulation. Oui. Ah, il y a un petit peu, oui, il y a un petit peu de ça. C'est aussi ça qui fait que c'est intéressant, quoi. Enfin, l'idée du point de vue, c'est quelque chose qui se retrouve en fait dans les techniques narratives, l'utilisation d'un point de vue, le fait d'utiliser un narrateur à la première personne ou un narrateur omniscient ou tout ça, ça change complètement ta perception du récit. Oui. Enfin, on le sait. Exactement comme les plans subjectifs au cinéma, quand c'est des plans où tu vois qu'en fait tu vois ce que le personnage voit. Ça change complètement la perception que tu as des événements, quoi. On se souvient tous de la finale du Silence des agneaux, quand on voit le tueur avec ses lunettes infrarouges suivre Clarice Starling dans la maison, dans le sous-sol, puis ça donne pas du tout le même effet que si on regardait de l'extérieur. Ouais. Et de fait, j'ai l'impression que du coup, quelque part, dans le jeu, la grosse distinction, c'est que in fine, on est plutôt le narrateur, en fait. Enfin, la joueuse, elle est la narratrice. C'est elle qui va insuffler un point de vue. Ben, c'est pas l'idée que je défends. Non. Non, parce que moi, le joueur, la joueuse... Je peux pas dire amen à tout ce que tu me dis non plus, attends. Ah, on est en désaccord. Bon. Donc, ouais. Non, c'est pas un méchant désaccord. Oui. Je pense qu'il y a des gens qui trouveraient que pour un désaccord, ça va. On est désaccord sur des points de détail quand même, mais bon. Parce que toi, tu dis que le jeu n'organise pas le récit. C'est ce que j'ai compris, quoi. Tu dis il n'y a pas de narrateur. Oui. Ou ben, en fait, il n'y a pas de narrateur dans le cas où on reprend encore cet exemple d'horreur Arkham et que là, tu t'es fait attaquer par une chauve-souris céleste venue d'un autre plan. Ça t'a marqué. Non, mais je vais le faire en québécois, j'en ai rien à calisser. Et je veux dire, on est au début de la partie puis j'ai perdu la moitié de mes points de vie. C'est là aucun sens. Bon. Ouais. Mais bon, c'est que... Dans ce cas-là, il faut rollback. Ouais. Sinon, la partie va être horrible. C'est ce que j'ai fait en plus. Ça n'a rien arrangé. mais je veux dire, ces événements-là ne seront narrés que par les joueurs et les joueuses. Par contre... c'est ça. Donc, c'est bien ça, alors. Oui, mais l'histoire mécanique, elle est forcément narrée par le jeu, c'est ça. Oui, mais je suis pas sûre. En fait, je pense que ça veut bien dire que la place de la narration et du point de vue, si on considère que le narrateur, c'est le point de vue, en fait, si tu prends un livre... Est-ce qu'il y aurait un point de vue partagé? Poum! Un truc extraordinaire et unique que fait le jeu de société? Je sais pas, on défriche. Non, parce que je pense que c'est ça qui est fort, c'est qu'il y a plusieurs narrateurs et narratrices, en fait. Oh. Et qui d'ailleurs n'ont pas la même perception de ce qui s'est déroulé. Ouais. Ça, c'est un vrai sujet, la perception, tu vois. Sur la réalité, la perception. Mais c'est pas forcément pour le jeu. On tombe dans la deuxième histoire que je décrivais, celle des joueurs par rapport à ce qui se passe dans le jeu. Bon, tu m'as trahi, blabla. Et donc là, parce qu'évidemment, moi, je me plains tout le long d'une partie que je suis en train de perdre pour gagner à la fin, mais cette histoire-là, c'est un peu le deuxième... Ça m'arrive jamais, ça. C'est un peu le deuxième type d'histoire, mais encore une fois, c'est nous qui racontons. Je suis d'accord avec toi, et justement sur ce point précis, quand tu disais, alors il y a les trois histoires, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus, sur le fait qu'il y a trois histoires qui s'entremêlent, et en fait pour moi elles existent, on peut les identifier, mais en réalité pour moi elles se mélangent vraiment complètement, elles s'imbriquent, elles s'imprègnent, et il y a une porosité entre elles, en réalité. C'est une histoire à 3 couches simultanées. Comme s'il y avait trois niveaux, quoi. Mais qu'est-ce qu'on a fumé, Paul Gara? Ah oh bah écoute, je ne répondrai pas à cette question. Surtout que compte tenu du décalage horaire, si tu viens de te lever et que t'en es déjà là, c'est mauvais signe. Après, clairement, je pense que est-ce que l'histoire de la partie, enfin, l'histoire dans le jeu que tu vois, pour peu que le thème soit quand même suffisamment prégnant, l'histoire que toi, des joueurs et joueuses entre eux et entre elles, ça, je suis complètement OK. Après, il y a l'histoire mécanique. Et effectivement, si la mécanique, on considère pas qu'elle peut porter une histoire comme tu l'as expliqué, bah en fait, tout le reste, pour moi, ne peut pas exister. Il se passera rien.
Et il t'en restera pas. Et je pense aussi que c'est ça qui fait que il y a des jeux qui te laissent très peu de souvenirs, des parties qui te laissent très peu de souvenirs, parce qu'il y a aucune, il y a aucune progression dans ce que tu fais dans la partie et t'as pas ce sentiment-là. Tu l'as bien dit, hein, que il y avait le jeu avance, en fait, que ce que tu fais fait avancer le jeu, un peu comme le déroulé d'une histoire. Et je pense que si t'as pas ça, effectivement, les histoires les parties de jeu ne te laisseront aucun souvenir et ça passe à la trappe, quoi. Ben, il y a une montée. Plusieurs bons jeux ont une bonne montée dramatique. Maintenant, on peut démolir rapidement en ramenant l'exemple de Double, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de montée dramatique, ça reste un excellent jeu. Bah non, et de fait, il y a peu de chances que tu te parles avec quelqu'un de ce qui s'est passé dans le jeu et même des relations ou même de ce qui se passait, enfin les deux niveaux que tu décris, quoi. Il n'y a rien à raconter après une partie de Double. Il y a rien à raconter en fait, voilà, c'est ça. Après, je sais que moi je prends souvent cet exemple et que je t'ai bassiné déjà plein de fois avec ce jeu. Je vais t'en remettre une petite couche. Je pense à un jeu qui est pas narratif parce qu'effectivement t'as exclu tous les jeux narratifs et je pense que c'est une bonne chose parce que ça mériterait en fait une autre éclairage sur la façon dont la narration elle est gérée dans ces jeux-là. Oui. Et on pourrait en discuter parce qu'il y a beaucoup à dire. Je te laisse faire la chronique. Ah, mon Dieu. Ce serait une chronique, je serais pas très gentille alors bon. Mais je pense à Station Fall, qui est un jeu où il y a pas d'histoire, en fait, il y a pas de narration, il y a pas de texte à lire, il y a rien là, mais où chaque partie vraiment suscite vraiment l'impression t'as vraiment le sentiment de vivre quelque chose, et c'est à ces deux niveaux-là, tant tes personnages que entre joueuses, t'as la même dualité. Et moi, je fais souvent cette comparaison quand j'essaie de présenter le jeu et de donner envie aux gens de jouer à ce jeu qui a un des jeux que, je sais pas si les jeux ne changent pas une vie, mais en tout cas, moi, c'est un jeu qui m'a profondément marqué, en tout cas, suffisamment pour que je me prenne d'une idée que je devais absolument, convertir tout le monde à ce jeu. C'est que j'avais vraiment l'impression que c'était une sorte de pièce de théâtre dont on était tous un peu metteurs en scène, ou tu vois. Mm-hmm. Et puisqu'on peut jouer tous les personnages, on n'a pas un personnage dévolu. Et ça, je trouvais ça assez incroyable, ce sentiment que t'avais, que finalement toute l'histoire, elle est comme s'il y avait des pitchs de scénario qui étaient contenus dans le jeu et qu'il restait plus qu'à toi, selon les circonstances et selon ce que tu avais envie de faire, de les activer, quoi. Tu vois, de les lancer. Oui, mais c'est drôle ce que tu dis parce que j'ai pris la peine de rejoindre Bruno Catala justement pour l'interroger sur cette idée de raconter une histoire. Et à son avis, le metteur en scène, c'est plutôt l'auteur du jeu. Ce ne sont pas les joueurs. C'est lui qui crée ce truc-là dans lequel il vous place. Et là, le point de vue est différent, mais ça mérite d'être creusé. Si tu faisais du cinéma, on distingue le scénariste et le metteur en scène. Et c'est pas la même fonction, tu vois. Et après, il y a un truc que t'as dit qui est plutôt au début, que j'ai trouvé hyper intéressant. C'est quand tu disais, est-ce que si je réédite un jeu de Rainer Knizia en changeant le thème sans toucher au mécanisme, l'histoire que raconte le jeu change? Si j'en crois à l'idée que les mécaniques c'est le plus important, je dirais que ça changerait pas fondamentalement finalement. Et tu dis ça, et en même temps, on a plein d'exemples de livres ou de films qui ont été réadaptés. Je vais donner 2 exemples où je vais prendre des livres d'ailleurs de la même autrice. Est-ce que tu as vu Clueless? Film? Oui. Avec comment est-ce que ça s'appelle? Alicia Silverstone. Oui, j'ai vu ce film il y a longtemps. Un film que vraiment je recommande à tout le monde. C'est un film qui est absolument génial, particulièrement drôle. C'est une adaptation en fait d'un livre de Jane Austen. Ok, je savais pas. Qui a eu une adaptation très classique avec Gwyneth Paltrow. Et je te jure, c'est exactement la même histoire, hein. De A à Z. Ok. C'est juste que dans un cas, ça se passe vraiment à l'époque de Jane Austen, et dans un autre cas, ça se passe chez des enfants très riches de Los Angeles. À la Beverly Hills. Dans les années 90, je dirais, parce que voilà, c'est à peu près l'âge auquel je me souviens d'avoir vu. Et pourtant, c'est exactement la même histoire, hein. T'as les mêmes personnages avec les mêmes traits et tout, et pourtant à aucun moment t'as l'impression de voir le même film. Ou en tout cas de lire le livre de Jane Austen. En tout cas, dans un cas, t'auras pas l'impression que c'est ça. Autre exemple, t'as Bridget Jones. Bridget Jones, c'est aussi tu l'as vu, j'imagine? J'ai vu le premier film de Bridget Jones, je l'ai pas lu. Eh ben, c'est en fait une adaptation alors beaucoup plus libre aussi d'un roman de Jane Austen. Ah oui, bon. C'est évident puisque le personnage principal s'appelle Darcy, comme dans Orgueil et Préjugés. Mais tu vois, j'ai envie de donner de l'eau, apporter de l'eau au moulin à ceux qui veulent démolir mon argumentaire parce que selon mon hypothèse, il n'y a que l'avancement mécanique qui compte dans l'histoire que le jeu raconte. Et pourtant, au fond de moi,
si je réédite un jeu de Rainer Knizia puis que je change le thème, il y a bien un petit quelque chose qui change, mais quoi? Bref, tout ça est très intriguant. Et est-ce que je pense pas que dans ce cas-là, c'est parce que les joueuses, si on considère qu'elles ont beaucoup de pouvoir dans la narration du jeu, en fait, elles vont pas l'aborder, elles pourront pas aborder l'intrigue de la même manière, en fait, qui va se dérouler, en fait. Elles peuvent pas l'aborder de la même manière parce que le thème changeant, ça aussi active des sortes de stéréotypes, enfin, des biais aussi qu'on a en fonction du thème et tout, je sais pas. Ouais. Peut-être que c'est aussi ça. J'en sais rien. J'ai vraiment l'impression que c'est ça la différence, c'est que je pense qu'on est beaucoup plus partie prenante de la narration et de l'histoire qui se raconte. Et je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas envie, de toute façon, aussi de forcément chercher. Tu veux dire par le thème? Par le thème, la façon dont on va aborder les mécaniques, le comportement qu'on a. Il y a tellement d'influence. Il y a tellement un apport extérieur au jeu pour que la narration elle se fasse, que forcément ça va. Je vois pas comment ça peut pas déteindre dessus, en fait, sur l'expérience qui va en découler. Ah oui, nous-mêmes, on apporte au jeu, en fait, on l'influence tellement dans notre façon. Ouais. Et même, on peut prendre la même décision, mais juste dans la façon, encore une fois, on change de titre d'histoire, mais dans la façon de prendre la même décision, c'est-à-dire en râlant ou en étant enthousiaste ou n'importe quoi, on donne un sens différent à ce qui vient de se passer. Et là. Carrément, ouais. Je serais curieux d'entendre nos auditrices sur le sujet. Et sur la conclusion, je suis 1000 fois d'accord avec toi, que c'est dommage, en fait, que c'est ce qui manque en réalité des études. Et peut-être que ce qui fait qu'on a du mal parfois à le percevoir et à le concevoir, c'est parce qu'on manque, c'est pas le bon terme de formation, mais en tout cas d'éducation. En fait, on nous apprend à comprendre les livres qu'on lit. Aujourd'hui, on nous apprend à comprendre, à analyser les images qu'on voit, en tout cas dans le cinéma. Enfin, tu vois, on peut prendre l'exemple du premier film où il y a eu du montage. Je pense que ça doit être Intolérance de Griffiths, qui est un film où il y a 4 histoires parallèles qui sont racontées avec qui s'alternent avec du montage. La première fois qu'il a été projeté, les gens ne comprenaient rien de ce qui se passait parce qu'en fait, ils ne comprenaient pas le montage. Nous, ça nous paraît évident aujourd'hui. Mais après, on est aussi éduqués à comprendre quand t'as un fondu au noir, tu sais ce que ça veut dire parce que voilà, tu sais que ça veut dire qu'il y a une forme d'ellipse temporelle. Enfin, on a des codes. Et je pense qu'en fait, ce qui nous manque, c'est une sorte de connaissance d'éducation aux mécaniques en fait. À qu'est-ce que les mécaniques elles veulent nous dire quoi. Et effectivement, moi je trouve que ça manque cruellement. C'est ton constat aussi. Même des fois chez les professionnels, il y a un mauvais vocabulaire qui est employé, même pas pour parler des mécanismes de jeu, mais combien de fois j'ai entendu un éditeur dire la prochaine réédition, on va changer tel truc dans les règles. Ben non, c'est pas une réédition, c'est une réimpression où on va corriger une coquille. Ça, oui, c'est une de mes chevaux de bataille, là. Ça me met. Ouais, je sais, parce que tu m'as déjà repris sur le sujet. Oui, c'est ça. Mais d'entendre un éditeur dire, prochaine réédition. Non, c'est pas une réédition, c'est une réimpression, puis tu vas corriger une coquille, tout simplement. Pour avoir une réédition, il faudrait que tu changes beaucoup de choses. Mais bon, c'est un autre débat. Est-ce que tu penses que ça viendra... Enfin, j'en sais rien. Là, tu vas me dire, mais j'en sais rien, Paul Gara, je ne suis pas devin. Tu penses que ça va se développer ou pas? Des études, des études plus... Il y en a, mais enfin, en tout cas... Oui, il y a j'aimerais le souligner, Jeff Engelstein, qui est un auteur de jeux américain. Il n'y a pas eu beaucoup de jeux avec un grand succès ou une grande résonance, mais il a quand même publié plusieurs jeux. Et il a publié une encyclopédie, comment ça s'appelle? Building Blocks, je crois. Donc, une encyclopédie de termes et de mécanismes pour justement une taxonomie. Donc, j'encourage les gens à le lire. Vous n'allez rien apprendre, c'est toutes des choses que vous connaissez, mais au moins, lui, a eu l'idée, il a fait le travail de rassembler tout dans un livre qui devient un ouvrage de référence et que là, tu retrouves au même endroit ce que sont les types d'enchères, un jeu de majorité, de placement d'ouvriers, ce genre de choses. Donc oui, ça va se faire. Du coup, mais là, c'est un peu plus descriptif peut-être. C'est totalement descriptif. Mais déjà, c'est justement un ouvrage de référence qui, entre nous ici, qui nous écoutons, c'est des termes qu'on connaît, qu'on n'a pas besoin de définir, mais maintenant, si tu es un profane, tu arrives de l'extérieur et que tu te plonges dans le milieu du jeu de société, il existe quelque chose pour apprendre. Il y a un endroit pour apprendre ces mots-là. Oui, en dehors des circuits universitaires, comme on a en France, parce qu'on a, tu sais, enfin, on en avait déjà parlé, mais il y a le master de sciences du jeu qui est,
il y a des masters spécialisés, mais là qui sont réservés, de fait, les personnes qui vont suivre, c'est beaucoup plus limité, c'est pas accessible au grand public comme ça, quoi. Même s'il y a des études et des articles qui sont accessibles, quoi. Ouais. En vrai, j'argumente pour la beauté de l'argumentation, mais dans l'ensemble, pour le coup, on est encore une fois super d'accord. Ça devient pénible. Hein. On va perdre toutes nos auditrices. Pas de popcorn aujourd'hui pour le combat. C'est bon. Tu penses qu'on a fait le tour, non? Je crois que oui. On passe à ta chronique. Oui, une fois n'est pas coutume, je vais te parler d'un jeu. D'accord. Je vais te parler de Wingspan. J'imagine que tu as joué à Wingspan. C'est une question pour la forme parce que purement rhétorique, je sais que tu as joué à Wingspan. J'ai joué une seule partie de Wingspan en janvier 2019, avant sa sortie. D'accord, bien que c'est précis. Pourquoi on va parler de Wingspan? Parce qu'en fait, je te propose qu'on se questionne pour savoir si Wingspan est un jeu de société influent. Alors, tu parlais de 2019, c'est parfait pour commencer, puisque moi je me souviens encore du Festival international des jeux de Cannes 2019, lorsque Wingspan y avait été présenté. Alors, il devait sortir en France en avril, c'est à peu près mes souvenirs, et il avait déjà fait énormément parler de lui. Ça faisait même un bon bout de temps qu'on avait vu sa couverture, et que c'est un jeu qui intriguait, comme on dit aujourd'hui. Aujourd'hui, on est très intrigué par les jeux. Ah, c'est le mot consacré maintenant? Ça et malin, ce sont les deux termes à la mode. Voilà. Donc, c'est un jeu qui est édité par Stonemaier Games, d'une autrice, dont alors nous ne savions pas grand-chose, et avec un thème qui semblait sortir des sentiers battus. Parce que c'était pas question d'aller tirer sur des oiseaux pour pouvoir... voilà, on n'était pas dans ce délire-là. L'été suivant, donc Elisabeth Hargrave, elle a gagné le Kennerspiel des Jahres pour Wingspan. C'est un prix dont les lauréates sont bien rares, et encore plus en dehors de la catégorie Kinder, encore plus sans co-autorat masculin, encore plus rare que si le co-auteur n'est pas leur conjoint. Hein, voilà, j'ai pas fait de stats pour savoir exactement combien de femmes ont gagné un Spiel ou un Kennerspiel dans cette configuration, mais au doigt mouillé, je dirais que ça va pas être très élevé. Hein. Ça frôle le zéro. Voilà. Donc, à l'égard de Wingspan, le jury du Spiel notait Wingspan arbore un magnifique plumage, sans la moindre plume ébouriffée en vue. Qu'est-ce qu'ils sont poètes, dis donc, ces Allemands. Le thème est présenté avec soin et la production est d'une précision remarquable. L'autrice Elisabeth Hargrave a créé une œuvre d'art complète, presque sans faille. Des mécaniques de jeu simples, une structure de tour non compliquée, des décisions importantes prises à un rythme effréné font de Wingspan un véritable jeu de haut vol. Alors, puisque tu m'as avoué que tu n'avais fait qu'une partie de Wingspan il y a plus de 6 ans maintenant, je vais te rappeler un petit peu, je vais te rafraîchir un peu la mémoire si besoin est. Je sais que c'est pas le cas, mais... Donc, Wingspan, c'est un jeu de tableau building dans lequel les joueuses vont incarner des ornithologues qui observent les oiseaux. Le jeu va se caractériser par un grand nombre de cartes, chacune unique, qui représentent les oiseaux composant la faune d'Amérique du Nord. Il y a peut-être 2 cartes qui sont identiques, mais c'est fait exprès. Hein. Les caractéristiques réelles des oiseaux en question sont bien prises en compte pour déterminer leur habitat, leur régime alimentaire et puis certains des pouvoirs qu'ils accordent aux joueuses. Alors, Wingspan, ce n'est peut-être pas le meilleur jeu du monde. Et je sais, Christian, en vrai que toi-même, tu ne l'as pas beaucoup apprécié. Son gameplay, il peut également susciter des réserves, hein, il y a assurément. Mais ça va pas être l'objet de la chronique. Non, pas du tout. Parce que, en dehors de ses qualités mécaniques intrinsèques, Wingspan, pour moi, il s'inscrit dans l'histoire ludique comme un jeu influent, c'est-à-dire que sa sortie, sa diffusion, les prix qu'il a obtenus ont contribué à marquer durablement le secteur du jeu de société au-delà de son succès commercial et de sa popularité temporaire. Alors, un jeu influent, ça peut être un jeu qui a marqué pour une innovation mécanique. Je vais prendre l'exemple de Dominion. Ou bien parce qu'il a modifié la façon de jouer, comme Dixit. Ça peut être également un jeu qui a eu un impact sur les méthodes commerciales du secteur, type Zombicide, qui a quand même, je pense, initié la vague du Kickstarter. On va pas parler de qualité du jeu, mais en fait de son impact, son incidence, devrais-je dire, sur les joueuses, les créatrices, les maisons d'édition, et puis sur tout le secteur économique du monde du jeu. Alors, en quoi Wingspan, c'est un jeu influent pour moi? Tout d'abord, en raison de son thème, c'est-à-dire la nature, ou plutôt une certaine vision de la nature. Évidemment, tu vas me dire, mais voyons, le thème de la nature, c'est pas nouveau, hein, c'était utilisé dans les jeux de société avant Wingspan. Dans les jeux de Uwe Rosenberg, par exemple, la nature, elle est présente, mais elle était avant tout un thème à côté du jeu, même si on peut reconnaître que dans Agricola, il y a une adéquation mécanique qui est plutôt thématique et plutôt réussie, hein, puisqu'on est des fermiers
du 17e ou du 16e, je ne sais plus, en Allemagne. Et ce ne reste pas le cœur du jeu. Dans Wingspan, en fait, le parti pris, c'est de traiter ce thème d'une façon dite naturaliste, c'est-à-dire que le jeu mêle un thème profondément naturel, l'observation des oiseaux, avec une approche de simulation réaliste. En représentant plus de 170 espèces d'oiseaux, chacune avec ses caractéristiques spécifiques, Wingspan, il fait plus que simplement illustrer la nature, hein, il la restitue. À cet égard, en fait, ce choix, il ressort de la passion réelle de Elisabeth Hargrave pour l'ornithologie, et qu'elle a su insuffler avec authenticité dans son jeu. On pourrait même y voir un outil d'apprentissage. Ouh. Alors là, tu vas m'expliquer en quoi il est naturaliste ou réaliste que des observateurs d'oiseaux dépensent les œufs des oiseaux qu'ils regardent. Qu'est-ce qu'ils font avec? Ils les lancent ou parce que les œufs, on les dépense dans le jeu de mémoire, des fois? Notamment, de mémoire, tu les dépenses pour pouvoir, à un moment, pour poser de nouveaux oiseaux, ce qui est pas illogique puisque les œufs s'ouvrent pour que l'oiseau sorte de la coque. Ah, ok, c'est bon. Ils les prennent pas pour eux pour les revendre au marché puis avoir plus d'oiseaux, là. Mais voilà, tout de suite, on voit bien, ça c'est ton côté éditeur et cupide qui ressort. Non, naturaliste, parce qu'en fait, on peut expliquer par des causes ou des principes naturels, tu vois, c'est un peu l'idée, c'est ça. On va essayer de reproduire la réalité avec une objectivité parfaite, scientifique, etc. C'est plutôt ça, si on reprenait par rapport au courant littéraire, tu vois. Et donc, cette approche naturaliste, elle va au-delà de l'aspect visuel, elle s'ancre même dans le gameplay avec une attention particulière au comportement et aux habitats des oiseaux. Tu vas vraiment, en principe, leur donner à manger ce dont ils ont besoin dans la vraie vie, dans le vrai monde, pour se nourrir. C'est un aspect qui rend Wingspan distinct et mémorable. Donc ce traitement approfondi de la nature dans un jeu de société, il a inspiré d'autres concepteurs et conceptrices à adopter des thèmes similaires avec un certain souci du détail scientifique et une esthétique immersive. Alors je vais te citer un peu au hasard, pêle-mêle, Cascadia de Randy Flynn, qui a eu gagné le Spiel des Jahres 2022. C'est un jeu de pose de tuiles inspiré des écosystèmes du nord-ouest de l'Amérique du Nord, avec des illustrations très détaillées et réalistes des animaux et de leur habitat. Earth de Maxime Tardif, un jeu de tableau building à moteur où les joueuses construisent leur propre écosystème avec des cartes représentant des plantes, des champignons et des biomes du monde entier qui contribuent à cette approche scientifique et naturaliste. On peut aussi citer Mido de Clément Skalicki, un jeu qui est basé sur l'observation et la découverte de la faune et la flore, dont les illustrations rappellent les carnets de naturalistes et qui propose une approche contemplative de la nature. Depuis Wingspan, force est de constater que le nombre de jeux avec des thèmes liés à la nature se sont multipliés. À un tel point qu'il m'est arrivé parfois de penser que cette surabondance me donnait envie d'aller déforester l'Amazonie moi-même. Et oui, parfois je suis une mauvaise personne. T'en as fait une surdose. Au-delà des jeux qui ont le même souci naturaliste que Wingspan, de nombreux jeux, bien sûr, ont recyclé ce thème à la mode, sans forcément que ses créateurs et créatrices aient le même affect que Elisabeth Hargrave pour ce thème. Alors, sur ce point précis du grand nombre de jeux au thème en lien avec la nature, je renvoie à l'excellent article de Bruno Feduti sur son blog, qui s'appelle Retour à la nature. Je mettrai le lien dans le billet. Donc Wingspan, ça a inauguré une nouvelle façon de traiter la nature dans les jeux de société, en faisant un véritable enjeu et non un simple décor. Il a inspiré de nombreuses créations, tant dans son approche réaliste, naturaliste, mais aussi dans une certaine ambiance qui s'en dégage, celle de tous ces jeux chill dans lesquels on agence son jardin d'intérieur, où on coud des couvertures pour faire dormir des chats. On a tous rêvé de faire ça. Autre point qui rend le Wingspan influent, c'est ses descendants, les extensions, toute la gamme, toutes ces inspirations. Oui, Wingspan, ça a été indubitablement un succès commercial. Selon un rapport de mars 2024, ça reste le jeu le plus vendu de Stone Meyer Games avec 1,9 million d'exemplaires écoulés à cette date. Alors, de mars 2024, donc t'imagines, c'était il y a un an. Ces chiffres incluent les ventes du jeu de base ainsi que des extensions. Et il y a même une version numérique du jeu qui a été lancée. Force ce succès et de la popularité tant critique que publique du jeu, plusieurs extensions ont été développées, mais surtout, Wingspan c'est devenu un core system. Alors les extensions, il y en a plusieurs, je l'ai dit, chacune qui vont introduire des nouveaux oiseaux en lien avec le continent donnant son nom à l'extension, mais également quelques nouveautés mécaniques, Europe, Océanie, Asie, puis il y a aussi une version fan vote. C'est une extension qui est basée sur un vote des fans qui ont choisi des oiseaux de toutes les régions du monde. Tout comme Pandémie de Matt Leacock, Wingspan a initié un véritable système de jeu qui a donné lieu à de nouveaux jeux qui reprennent à la fois sa mécanique générale ainsi que l'approche naturaliste caractéristique du jeu.
On va trouver en 2024 Wingspan, donc un jeu de Connie Vogelman et Elisabeth Orgreave, dans lequel les oiseaux sont remplacés par des dragons. Alors oui, je t'attends, je sais que tu vas me le dire, côté naturaliste avec les dragons, on va repasser. Mais pourtant, malgré cette incursion dans le fantastique, les dragons sont abordés dans le jeu comme s'ils constituaient une espèce réelle. Oui, je voudrais bien voir l'ouvrage de référence, s'il vous plaît. Et pour 2025, on a été annoncé Finspan, qui adapte le système de jeu aux écosystèmes aquatiques en proposant différents types d'eau, des océans, les rivières, les lacs, et qui vont influencer les espèces de poissons disponibles. Donc l'existence de tous ces descendants revendiqués peut être analysée comme une des marques de l'influence d'un jeu, parce qu'il s'agit plus qu'une simple inspiration. Hein. Là, on a vraiment, on est vraiment dans un héritage réel. Troisième point qui me paraît, qui selon moi fait que Wingspan est un jeu influent, ça va être la personnalité de l'autrice du jeu, qui est autrice du jeu, mais qui est aussi militante et en quelque sorte une porte-parole. Wingspan, c'est un jeu influent parce qu'avec ce seul jeu, son autrice, elle a été propulsée sur le devant de la scène ludique, devenant ainsi une des game designeuses américaines les plus notables. Et peut-être même, je dirais peut-être pas worldwide, mais pas loin. Elisabeth Orgreave, surtout, elle s'est saisie de cette notoriété pour incarner également les valeurs qu'elle défend car elle est assurément militante. Avant de devenir autrice de jeu, elle travaillait dans le domaine des politiques de santé. Elle est passionnée par la nature et les oiseaux. Elle s'est inspirée de ses centres d'intérêt pour créer des jeux tant au niveau thématique que mécanique, car les mécaniques de ces jeux sont en lien avec les thèmes qu'elle choisit. Ces jeux mettent en avant des thèmes rarement abordés dans le monde ludique. Outre Wingspan, alors on va pouvoir citer rapidement Tootsie Moussie en 2019 dans la collection Buttonshire. Donc c'est un split you choose dont le thème est le langage des fleurs. Mariposa en 2020 qui explore la migration des papillons monarques. Il y a aussi The Fox Experiment en 2023 qui est basé sur une étude scientifique réelle sur la domestication des renards. Ou encore Undergrove en 2024 qui explore la symbiose entre les arbres et les champignons. Elisabeth Orgreave, c'est également une voix engagée pour une plus grande diversité dans le monde du jeu, notamment ce qui concerne la représentation des femmes dans l'industrie. Elle a écrit des articles approfondis sur les défis auxquels sont confrontées les femmes, les personnes de couleur et les membres de la communauté LGBTQ+, dans ces industries. Dans son article intitulé Inclusion, Diversity and Representation in Board Games and Beyond, elle va aborder les obstacles systémiques et les micro-agressions qui peuvent rendre la participation difficile pour ces groupes. Elle souligne l'importance de créer des environnements de jeu accueillants, de diversifier les thèmes des jeux pour refléter une variété d'expériences humaines. Pour contrer la perception erronée selon laquelle il y a peu de femmes dans la conception de jeux, Elisabeth Orgreave, elle a compilé une liste d'autrices et d'auteuristes non-binaires sur son site web. Elle a également créé une liste similaire pour les personnes racisées dans le domaine du jeu de société. Ces initiatives, elles visent à mettre en lumière le travail de ces créateurs et créatrices, à encourager les médias et les éditeurs à diversifier leur couverture et leur collaboration. Elisabeth Orgreave, elle participe également activement à des discussions, à des panels sur la diversité dans le jeu de société. Elle partage ses expériences, offre des conseils aux nouvelles autrices issues de milieux divers. Elle a donc assumé pleinement son rôle de superstar féminine du game design qui lui a été apporté par Wingspan. Elle s'en est saisie pleinement. Elle a utilisé sa notoriété pour faire progresser les causes qu'elle défend. Elle est une autrice inspirante et qui a compris le besoin de modèles féminins forts, de l'importance des représentations pour faire progresser l'inclusion et la diversité. Et si on regarde bien, peu nombreux sont les auteurs qui ont autant de courage militant qu'elle. Alors qu'on aime ou pas Wingspan, finalement ce n'est pas le sujet. Je pense que vous l'avez compris. En revanche, quoi qu'on en pense de son game design, qu'on aime ou pas les oiseaux, on ne peut pas nier l'influence forte de ce jeu sur l'industrie des jeux de société. Si l'influence d'un jeu s'apprécie à la lumière de plusieurs critères, d'un faisceau d'indices, Wingspan dispose selon moi d'au moins 3 caractéristiques qui permettent de le considérer comme influent, en ce qu'il a modifié durablement le monde ludique. Et dans les jeux qui sont sortis récemment, alors pour moi récemment c'est 5-6 ans, voilà, c'est encore il y a 6 ans, c'est pas un vieux jeu pour moi. Ah merci de le dire. Parce que quand j'ai ressorti une vieillerie qui a 5 ans, j'ai un peu de mal. Et donc dans les jeux sortis récemment, pour moi c'est probablement, il est dans les rares qui peuvent prétendre à ce titre d'influent. Mais c'est drôle parce que tu soulignes le fait qu'elle s'est saisie de sa notoriété et en le disant, là, à l'instant... C'est ma perception, hein. Ah non, mais t'as totalement raison, en fait. Puis je me rends compte que il y a tellement... On s'entend qu'il y a quand même plus d'auteurs hommes. Oui. Et il y en a tellement peu qui se servent de leur statut pour faire avancer des causes. Il y a Eric Lang. Il y a Eric Lang. Oui. Voilà. Et... Sinon, il y a Eric Lang. un peu
Bon, il se sert pas de son statut. Un peu Matt Leacock, peut-être? Peut-être Matt Leacock un peu, oui, c'est vrai, avec Daybreak. Parlons d'auteurs et d'autrices qui sont quand même, je dirais pas connus du grand public, mais connus quand même de la communauté des joueurs et joueuses, parce qu'on en trouverait peut-être dans des niches. On peut penser à Mabel Holland, tu vois, mais qui est pas connue même de plein de gens qui sont joueurs et joueuses chevronnés. Hein. Non, elle a pas de notoriété, elle est pas une superstar. T'as un peu Cole Verley qui est en train de devenir dans le milieu joueur quelqu'un de connu, de reconnu, et qui ne va pas prendre la parole publiquement, mais va faire des jeux volontairement avec des valeurs qui vont dénoncer certains abus de l'humanité, des gens au pouvoir. Merci beaucoup pour cette chronique, c'est très intéressant et malheureusement, notre discussion sera à nouveau ennuyante parce que je suis d'accord avec presque tout ce que tu dis. Mais ouais. Mais bon, pour l'anecdote, parce qu'on s'en fout, je le trouve que c'est un jeu correct, Wingspan. C'est pas désagréable non plus. C'est un hockey game. C'est un hockey game. Mais attention, il faut pas y jouer à plus de 3 joueurs, sinon c'est un petit peu long. Est-ce que tu as joué à Wormspan, du coup? J'ai joué une partie de Wormspan aussi. Et t'as mieux aimé? Je pense que oui. Parce que tu observes plus souvent les dragons que les oiseaux. Bien sûr, le thème est venu me chercher. Je trouve que tu cernes bien ce qui fait l'influence d'un jeu, son aspect commercial, le thème qui peut être repris. Dans le tableau building aussi, je pense notamment, c'est vraiment là qu'on le sent mécaniquement. Oui, il y avait déjà, depuis 2016, même si on remonte un peu plus loin, il y avait Race for the Galaxy qui est l'ancêtre, qui reste le jeu ultime du tableau building. En 2007. Qui est le jeu préféré d'Elizabeth Hargrave et qui est sa première source d'inspiration pour Wingspan, bien sûr. Même si ça ne se ressent pas. Maintenant que tu le dis, on peut le comprendre parce que c'est effectivement l'ancêtre des jeux de tableau building. Donc, je suis toujours un peu contente quand je t'apprends des trucs. Je suis pas celui avec la connaissance la plus encyclopédique. Donc, Terraforming Mars en 2016, mais je pense qu'on a une explosion depuis 4 ans des jeux à tableau building et que c'est, oui, l'œuvre de Terraforming Mars, mais aussi beaucoup l'œuvre ou l'influence de Wingspan, vraiment. On s'est rendu compte qu'il y a un plaisir fou à avoir des actions initiales faibles et à poser des éléments qui vont faire en sorte que nos actions seront de plus en plus fortes. Ça donne une sensation de puissance aux joueurs, aux joueuses qui est vraiment très appréciée. Et ça, on le doit beaucoup à Wingspan. Sur le fait que c'est devenu un système de jeu, c'est en train de le devenir, mais en même temps, ça n'a peut-être pas non plus... là, il y a des dimensions éthiques / légales, c'est que ça n'a pas sorti de Stonemaier Game. C'est-à-dire que c'est un système de jeu, mais qui reste toujours à l'intérieur. Mais je me demande dans quelle mesure un core system, comme tu dis, peut sortir de son éditeur d'origine. Ah. Tu comprends? Pandémie, c'est parce qu'après je pense que c'est le problème du fait que le terme va être déposé, quoi. Oui, ou ça va être très mal reçu par la communauté de dire j'ai repris ton système central de Wingspan ou de Pandémie, puis j'en ai fait un autre jeu. Et je pense qu'on aurait raison de mal le recevoir. Sauf si tu payes la licence, quoi. Ouais. Enfin, si tu payes la licence, le droit d'exploiter, après tout, c'est pas, ce serait pas choquant, mais. Mais trop souvent, je pense qu'on confond succès commercial et influence. Et là, toi, tu cites Dixit et mon ami et historien du jeu, Pierre Poisson-Marquis, aussi le cite Dixit comme un des jeux les plus influents des 40 dernières années. Parce qu'il a fait un long podcast dans Balado Ludique. Mais oui, dont je parle tout le temps. Et à vrai dire, le sujet sur Wingspan vient de cette saison de podcast, puisqu'ils font les jeux entre 77 et 2017 sur les 50 jeux les plus influents. Wingspan est postérieur, et à un moment, Pierre Poisson-Marquis soulève la question en disant on pourrait s'interroger sur le point de savoir si Wingspan n'est pas un jeu influent post-2017. Et tu n'es pas sans ignorer que je l'ai rencontré récemment. Mm-hmm. Et je lui ai dit que j'avais relevé, pas le défi, mais tu vois, que je l'avais pris au mot et que j'avais essayé, moi aussi, en reprenant un peu leurs critères, parce que c'est une saison cette saison-là, elle m'a énormément enrichi à titre personnel. Ah oui, il faut écouter dans Balado Ludique quand ils font, c'est sur plusieurs épisodes, mais la chronique, les 50 jeux les plus influents des 50 dernières années, c'est absolument incroyable. Oui. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire cette chronique en vrai. Ah, donc ça t'a influencé. Un balado qui t'influence, des jeux qui t'influencent. Mais tu vois, je le dis, et je lui ai dit directement. Et d'ailleurs, du coup, je lui ai donné, on a discuté en off de ce que j'avais mis dans la chronique, tu vois.
Et oui, et Dixit, il le cite. Oui, j'ai repris les exemples qu'il cite. Hein. Et Dixit, je me pose la question, est-ce vraiment un jeu influent? Parce que des jeux à communication par image, il y en a eu 3, 4, 5 qui ont suivi et qui ont tous été publiés chez Libellude ou presque. Donc, est-ce qu'on sent l'influence? Il y en a eu même partout. Mais... Il y en a eu partout. Oui. Oh, il y en a plein. Attends, on en bouffe à tire-larigot des jeux. Je sais, mais il y a eu Obscurio, One Key, puis Mysterium qui sont tous allés chez Libellude. Alors, ceux-là sont chez Libellude, mais t'en as plein d'autres. Je pourrais t'en reciter plein de jeux pas communication par l'image. Oui. Ouais. Oui. Je t'écoute. Oui. Je t'écoute. Comme ça, tu sais. Là, je pense à un jeu auquel j'ai joué récemment, mais attends, là. Il y avait pas un truc qui s'appelait Détective, peut-être, qui était distribué par BlackRock en France. Ouais, il y a Détective Club. Ouais. C'est pas un truc comme ça, Détective Club. Il y a pas La Fabrique à rêves qui est sorti récemment. T'as tous les jeux où tu vas inventer des histoires par rapport aux images aussi. Mais ça, c'est d'autres choses. C'est des jeux où on raconte une histoire plutôt qu'un jeu d'association d'idées. Ah non, mais je peux t'en trouver. Le truc, c'est que là, tu me prends au dépourvu, j'ai horreur de ça. Mais je pense que je peux te retrouver plein de jeux, y compris pas chez Libellude. Hein. OK. Ben, c'est peut-être moi d'abord qui, justement, manque de connaissances, mais je pense quand même qu'il faut distinguer, que j'ai raison ou pas sur le cas de Dixit. Je me souviens un peu trop sur Dixit s'il dit pas aussi qu'il y a la place de l'illustration, en fait. La place des illustrateurs. Mm-hmm. Parce que, en dehors de ça, je crois, c'est un des jeux qui inaugure le fait que le nom des illustrateurs, je crois que le nom de Marie Cardo apparaît sur la boîte. Elle est pas rémunérée comme illustratrice. Elle est rémunérée comme autrice à part entière, il me semble. Je sais pas quel est son titre à ce niveau-là, mais je sais il me semble avoir entendu qu'elle avait un pourcentage et non pas un montant forfaitaire. Il me semble. Voilà. Et que c'est quand même le jeu qui a inauguré, peut-être aussi qui a fait qu'on accorde tellement d'importance maintenant aux illustrations, ce qui était peut-être moins le cas. En 2009. Avant. Ouais, en 2009. Hein, tu vois, 2009, c'est là pour le coup, c'est pas récent. Je dirais pas que c'est récent. Peut-être même 2008, Dixit l'a sortie à vérifier. Oui, ouais, peut-être, ouais. Donc, on a ça, le fait que les mécanismes sont influents, l'influence commerciale, le système de jeu. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, à ton avis, qui pourraient faire qu'un jeu est influent? Peut-être des éléments que Wingspan ne coche pas, mais qu'on peut sentir autrement? Alors, il faudrait que je reprenne tous les cris. Oui, il y a une, dans le petit balado ludique de mémoire, hein, ils font la liste, ils donnent 10 critères. Hein. Et là, j'allais dire, à quelle unité mesure-t-on l'influence d'une œuvre? Mais limite, si on sort du jeu de société, film, peinture, etc. Moi, je trouve que un des signes... Toi, tu voudrais mesurer les choses de cette personne, ce genre de personne, toi. Non, je sais bien que c'est impossible, mais c'est pour mettre un rêve inaccessible et peut-être se diriger vers, sachant bien qu'on ne s'y rendra jamais. Mais je trouve qu'un des symboles, un des signes qui dit que quelque chose a beaucoup d'influence, c'est quand ça déborde de son milieu. Quand un film ou une peinture déborde le milieu du cinéma ou de la peinture, quand un jeu devient qu'à être connu dans la culture populaire, à faire, je sais pas moi, l'objet d'une question à Géopardy, ou que, comme le souligne justement Pierre Poisson-Marquis, l'homme et la femme qui sont sur la couverture du jeu Mastermind peuvent maintenant se promener avec un passeport qui dit « Mon nom est Monsieur Mastermind », c'est absolument extraordinaire. Exact, ouais, carrément, ouais. Bah, comme Donjons et Dragons, il est cité dans les jeux les plus influents, où t'as des films, ça se décline en film, ça se décline en livre. Ça déborde. Il y a même des histoires sur le Looney. Je sais pas si vous savez au Canada, le Looney, c'est une sorte d'appareil où tu peux télécharger des histoires et souvent elles sont interactives. Tu peux choisir plusieurs embranchements. C'est un peu des livres dont vous êtes le héros, mais audio, quoi. Ouais. Donc, il y a des aventures de Donjons et Dragons pour les enfants sur le Looney, quoi. Ouais, bon, tu vois, ça, quels jeux ont débordé du milieu du jeu de société? Je sais pas, moi, je regardais, est-ce que c'est... Les loups-garous tierce-lieu? Les loups-garous. Je pensais, c'est une série américaine, peut-être près de 20 ans, Weeds, où est-ce qu'une femme vend du pot pour subvenir à ses besoins, une femme monoparentale. Et là, elle a un nouvel amant et le fils se plaint qu'elle joue pas à des jeux intelligents comme Carcassonne. Tu vois, donc le jeu a débordé les frontières de... Est-ce qu'il y a du tourisme à Carcassonne parce que les gens ont beaucoup aimé le jeu et... Mais après, non, ça se mesure pas. C'est ultra... Bien sûr qu'il y a une appréciation qui est très personnelle et c'est plus un ressenti. Maintenant, je pense que si on considère tous ces points...
moi, je pense que c'est quand même des éléments suffisamment significatifs parce que je peux pas m'empêcher de penser que toute cette vague de jeux sur le thème de la nature, c'est quand même Wingspan qui a donné une autre vision, qui l'a rendu acceptable pour des gens qui aimaient jouer à des jeux où soit on faisait de l'exploitation de ressources à fond les ballons et on en avait rien à foutre de tout bousiller, ou bien on se tapait sur la gueule. Et en général, moi je connais plein de gens qui aiment plutôt dans ces thèmes-là. Quand tu leur présentais le thème de Wingspan, ils voulaient pas y jouer. Et une fois qu'ils y avaient joué, ils disaient en fait c'est bien. Et je pense que ça a permis de montrer qu'un autre traitement de ces thèmes-là était possible. Ça a changé les perceptions de joueurs qui ne voulaient que se taper sur la gueule et tout à coup, ça peut être, ou de terraformer Mars, qui est quand même c'est un projet ambitieux qui fait rêver, puis dire non, tu vas regarder des oiseaux et tu vas t'amuser. Et sans diminuer l'impact de Wingspan pour son influence thématique, parce qu'elle est bien réelle, c'est vrai, mais j'ai entendu entre les branches que le thème de la nature fonctionne aussi parce que, ou en fait, Wingspan nous a permis de découvrir que c'était un bon thème, la nature, parce que justement, il est inoffensif, il ne bloque personne, au contraire d'un thème de jeu de guerre ou de médiéval fantastique. Mais aussi, on m'a dit que les éditeurs ont de plus en plus de crainte de faire un jeu avec un thème humain parce que c'est dangereux de faire un faux pas et de se manger une volée de bois vert sur les réseaux sociaux. Et alors là, oui, tu aurais raison de me dire qu'il n'y a qu'à faire attention de la part de l'éditeur, à ne pas être un gros con. Et sur papier, je suis d'accord avec toi. Mais je te répondrai que faire un jeu de société, c'est prendre des milliers, voire des millions de décisions, et parfois même inconscientes. Et que pour obtenir un succès, il faut prendre des milliers, voire des millions de bonnes décisions, mais que pour se... Je vais pleurer. Mais que pour se planter, il suffit d'une mauvaise décision. Et grâce à Wingspan, on a maintenant compris que le thème de la nature représentait un risque moindre maintenant. Voilà. Je t'ai convaincu, hein? Ouais, pas du tout. Non. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai envie de te dire que c'est comme quand on est un être humain, on prend des millions de décisions et puis il suffit d'une mauvaise pour avoir des lourdes conséquences et pour bien mener sa vie, il faut beaucoup de bonnes décisions. Donc ça, c'est un peu le voilà. Oui, mais tu vas tâcher de minimiser ton risque. Oui, probablement que ce thème-là, je pense que ce thème-là, il a peut-être aussi. Tu sais, il y a des trucs. Si on les sort trop tôt, ça va pas rencontrer l'engouement. Parce que c'est trop en avant-garde, et peut-être aussi qu'il est arrivé au bon moment, et qu'il a rencontré aussi quelque chose qui était lié à une recherche, ce que tu dis, qu'il est inoffensif. Et peut-être que c'est dans un contexte qui est quand même mondial, qui est quand même compliqué, et encore plus, je pense, aujourd'hui qu'il y a 6 ans. Est-ce que ça rencontrait pas aussi quelque chose dont on a besoin, qu'on recherche, et qui correspond aussi à des attentes qui ont changé? On n'a plus exactement les mêmes attentes envers le monde dans lequel on vit, qu'à une certaine époque, et peut-être que Wingspan il est arrivé au bon moment et il a matché entre les attentes des joueurs et joueuses et la proposition qu'il faisait. Mais tout à fait, je veux dire, je me remets dans les années 90, puis à la limite où c'est presque cool la guerre parce que on a l'impression que c'est quelque chose qui est loin de nous, on vit dans des sociétés, moi au Québec, toi en France, plutôt pacifiques. Et puis, à la limite, moi, je me remets dans le cliché, le stéréotype du petit garçon qui trouve ça cool de jouer à la guerre. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec nos voisins du Sud qui sont en train de devenir fous, l'agressivité qu'il y a constamment sur les réseaux sociaux, on cherche probablement, au lieu de chercher une évasion dans la guerre comme on le faisait il y a 30 ans, là, on cherche une évasion dans le calme et dans l'observation des oiseaux. C'est vrai, c'est cool. Dans une forme de quiétude, de quelque chose qui est plus de la sérénité. Hein. En fait, on aspire, je pense qu'on aspire peut-être plus à la sérénité. Et après, sur le fait que pour les éditeurs, c'était quelque chose qui permettait de limiter la casse, limiter les risques, je n'ai aucun doute sur le fait que ce soit des choix opportunistes derrière. Ah oui, je salue pas la chose, mais je t'explique pourquoi est-ce qu'on en voit peut-être plus. Peut-être que ça tombe à point nommé pour parce que c'est d'un point de vue opportuniste, c'est plus simple à gérer et tout, ça c'est fort possible. Je peux comprendre que parfois tu essayes de faire le mieux possible et tu peux quand même faire des boulettes et que ce soit parce que tu traites mal un sujet et tout, ce que tu disais sur le fait ça peut être compliqué à gérer en fait parce que tu penses à avoir peut-être je pense qu'il y en a qui sont à battre les steaks pour parler poliment. Oui. Et je pense qu'il y en a qui essayent de bien faire et qui peuvent quand même passer au travers. C'est pour ça que il y a ce qu'on appelle les conseillers culturels, qui vont te faire 2 remarques. Donc ça nous est déjà arrivé au Scorpion Masqué dans un jeu qui pourtant était salué pour son inclusivité et sa représentation variée. On a fait un faux pas à cause du double sens d'un mot qu'on n'a pas vu, puis on s'est fait ramasser.
Et c'est un peu dommage. Et Stonemaier Games, justement, l'éditeur de Wingspan, qui emploie des conseillers culturels, s'est fait ramasser aussi pour la présence d'une carte de Cortés dans viticulture. Et c'est un peu... Je veux pas jouer à la victime, là, mais c'est difficile de répondre aux attentes parce que, comme je dis, ça prend juste un faux pas pour se faire ramasser. Mais après, ce que ça arrive, c'est une chose. Après, c'est la question de comment tu le gères en termes de communication. Mais ça coûte cher quand même. As-tu une idée des coûts de... Je veux dire, il a fait ce qu'il fallait, mais as-tu une idée du coût de réimprimer une carte et de la distribuer partout dans le monde et de la donner en bonus et du temps que tu vas passer là-dessus? C'est des milliers et des milliers de dollars. Donc, des fois, peut-être, tu veux diminuer ton risque. Oui, après, oui, je peux comprendre que si tu as pris des conseils culturels et que tu as fait la démarche et que tu te rates, c'est dommage. En même temps, c'est assez étonnant. Enfin, sur le cas précis, tu vois, j'ai un peu étonné que les conseillers culturels aient pas tiqué sur la carte. C'était pas tant l'existence de la carte, c'était plutôt l'utilisation qui en était faite dans le jeu qui était problématique. Parce qu'il donnait un pouvoir aux joueurs, donc c'était un avantage, c'était une bonne carte. Et c'est ça, je pense, qui était le nœud du problème. Oui. C'est ce qu'on lui a reproché. Sinon, je pense que tu as parfaitement raison, je change de sujet, mais de souligner que la perception de la femme dans un couple d'auteurs peut être problématique. Bah oui, bon ça, je vais pas rentrer dans le débat parce que tu sais ce que je pense sur le sujet et qui est effectivement, ça me paraît assez évident qu'on a tous et toutes et moi comprise, je m'inclus dedans, des biais et des stéréotypes, voilà. Préjugés. Voilà, des préjugés. Nos stéréotypes, ils ont aussi une utilité. C'est aussi, ça nous permet de gagner du temps dans les interactions parce que ça nous permet de classer les gens selon des grandes catégories. Malheureusement, en fait, ça a aussi des inconvénients et des désavantages. La question, c'est d'en être conscient, en fait, tu vois, et surtout d'accepter de déconstruire nos stéréotypes, en réalité. Oui, le problème, c'est on ne peut pas, c'est impossible parce que le cerveau fonctionne comme ça, on ne peut pas ne pas avoir de préjugés. On rencontre une personne pour la première fois, on se fait une image mentale. Mais le problème, c'est de sticker, c'est de rester à l'image qu'on a préconçue aux préjugés. C'est là le problème. Bref. Et tu vois, j'aimerais voir justement une autrice comme Elizabeth Hargrave, puis se saisir de son statut de star, d'autrice de jeux connue, pour faire peut-être justement un jeu expert. Et là, je fais exprès d'employer ce mot que je sais que t'aimes. Donc, pour faire un jeu expert, parce que justement, on a peu d'autrices solo. Oui. Faire des jeux velus, poilus. Et je sais qu'elle en est probablement capable parce que j'ai eu la chance de jouer à un jeu une fois avec elle et on jouait à Dominant Species. Ouais. Donc, c'est pas de la petite bière, ce jeu-là. C'est assez costaud. Mais bon, peut-être qu'elle n'en a pas envie non plus, mais ce serait intéressant quand même pour la cause. Oui, c'est vrai parce que les autrices de jeux experts, alors si on utilise le terme expert et tout pour dire des gros jeux de gestion en gros, souvent c'est effectivement on va retrouver, de toute façon on retrouve généralement du co-autorat. Mais comment il s'appelle le couple allemand là qu'ils ont fait Exit et Descendance, le village, je pense en français chez Marcus et Inka Brandt. Exactement. Donc, ils font des jeux quand même de gestion assez costauds des fois, mais... T'as Flaminia Brasani aussi, qui a fait Terramara, qui a fait... Je connais pas. Bravo, mais dis donc qu'aujourd'hui, je t'en aurais appris des choses, dis donc. Bravo, Christian. C'est parce que je suis ton aîné, j'ai plus de connaissances. Tant mieux. Si, il y a ceux qui ont fait Django, tu sais le jeu, Marco Canetta et Stefania Nicolini. Je sais pas si t'as joué à Django, mais ça, c'est quand même bien difficile, quoi. Ça te parle ou pas? Non, absolument pas. Et l'autre, c'est Flaminia Brasini, donc qui est l'autrice de Terramara, une co-autrice. Elle a aussi fait Golem, Egizia, Coimbra, Alma Mater. Ah oui, ça, je connais. C'est une femme seule, ça, ou... Non, elle est co-autrice. C'est le groupe, je crois que c'est Achitoka. Je crois que c'est le nom du groupe. Ça regroupe Flaminia Brasini, Virginio Gigli, Stefano Luperto et Antonio Tinto. Et donc, il y a une femme dans ce groupe, c'est ça, Flaminia? Voilà, ils sont 4 et il y a donc 25% de femmes. Mais c'est vrai que tu vois, les exemples que j'ai là, qui me viennent sans y réfléchir plus que ça, c'est plutôt des co-autorats. Ouais. Il y a plein de raisons qui expliquent le pourquoi. Il y a quand même encore des personnes qui sont persuadées que c'est parce que les femmes, elles ont moins d'idées. Excuse-moi, je l'ai lu sur les réseaux sociaux il y a moins de 3 mois, donc je te le garantis que c'est vrai. C'est une information à jour, up to date. Voilà, c'est ça.
Donc, Paul Gara, dis-moi quels sont les 2, 3 jeux, le jeu le plus influent des 50 dernières années? Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, plus que Magic? Ouais, je pense. C'est ce que Pierre Poisson-Marquis a dit, donc moi je dis comme lui. Hein. Ouais, c'est ça. Toi, on te dit quoi penser, hein? Il me semble que t'es ce genre de personne. Attends. Non, franchement, j'hésite entre, peut-être que Donjons et Dragons a une influence qui a débordé plus le cadre ludique encore que Magic. Mais après, si on se réfère au cadre du jeu de société, j'ai quand même l'impression que Magic, c'est quand même ce qui revient tout le temps Oui. Ça a complètement changé. Et même les pratiques. Ah, les pratiques, à la fois le commercial, évidemment, ça fait vivre des boutiques encore, ça le fait naître des boutiques, ça fait vivre des boutiques, c'est un modèle. C'est un modèle économique assez incroyable. Hein. Oui, c'est ça. Il y a aussi toute cette aspect spéculation qui est absolument fou quand on y réfléchit. Ben, qui existait déjà dans les cartes à collectionner. Moi, j'avais des petites cartes de hockey quand j'étais jeune. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait le tour du sujet, Christian. Voire plus. Voire peut-être même trop, je ne sais pas. C'est les auditeurs auditrices qui trancheront. Eh ben, on se retrouve le mois prochain, toujours? Oui, avec grand plaisir. Je sais que ta chronique est déjà écrite et moi, j'ai rien foutu. Voilà, donc comme ça, j'ai un peu de pression. Ah, mais il faut que je coupe et je corrige beaucoup de trucs. Donc, c'est comme s'il n'y avait rien de fait. Bon, écoute, merci beaucoup. Et puis, on remercie les auditeurs auditrices qui nous ont suivis. Et puis, on leur dit à bientôt. Salut! À bientôt. Bye! Cette émission, enregistrée à distance le 13 mars 2025, est produite par Paul Gara et Hammer. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site lepointdepaulgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant. Son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram sur le compte de Paul Gara. Et surtout, venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Paul Gara et à très bientôt pour une prochaine émission.